encourage aux producteurs, au local et en même temps, on n'encourage pas les Français à aller dans un marché ou les commerces de proximité, mais plutôt aller en GMS. Est-ce que tu as un avis sur ce paradoxe ? Alors les GMS distribuent des produits frais, parfois des produits d'agriculteurs. Le mieux, c'est qu'ils le fassent quand c'est que français, c'est le but. Après, par contre, c'est sûr que c'est plus compliqué. Un Français, il a moins envie le temps, j'ai l'impression, d'aller voir plusieurs artisans, plusieurs commerçants pour faire ses courses, aller chez le primeur pour acheter des fruits et légumes, aller chez le boucher acheter 2 tranches de jambon, aller au restaurateur boire son café. Ça existe, mais ça se fait rarement, c'est compliqué. Ils préfèrent faire toutes ces courses en une seule fois. Malheureusement, la traçabilité des produits, comme avait voulu à un moment donné le gouvernement en créant des chèques alimentaires éco-responsables, locavores, toutes les étiquettes et vignettes qu'on peut imaginer, ça ne s'est pas fait pour une simple et bonne raison, c'est que techniquement c'est très compliqué. Deuxièmement, on s'aperçoit que le cahier des charges est tellement lourd que finalement le français, il n'a pas la liberté de faire ce qu'il veut et du coup il ne l'utilisera peut-être pas. Et troisièmement, ça coûterait beaucoup d'argent. On n'a pas les moyens actuellement de créer autre chose. Donc c'est pour ça que le titre alimentaire, comme a été voulu par certains, comme Thierry Marx avait annoncé qu'il aimerait bien le faire, on n'en entend plus parler. Aujourd'hui, ils veulent dévoyer le titre restaurant et ce n'est pas la bonne idée non plus. Donc il faut faire attention, le fléchage se passe notamment dans nos restaurants où nous on fait attention des produits qu'on achète la plupart du temps. Qui est décisionnaire sur cette proposition de double plafond et quels sont les éventuels freins ? Alors c'est très compliqué. On travaillait à l'époque avec le gouvernement et la ministre Olivia Grégoire sur ce sujet. Sur la réforme, ça devait être une loi. Malheureusement, tout a été suspendu suite à la dissolution. On va repartir à zéro peut-être avec le nouveau gouvernement sur le sujet du titre restaurant. Pas tout à fait à zéro puisqu'on a déjà une bonne base. Ce qui se passe, c'est qu'on pose la question de la prolongation du tout alimentaire. C'est la question qui a été posée par les députés à l'Assemblée nationale et qui a été votée. Donc la question est malheureusement fermée. C'est-à-dire, est-ce qu'on prolonge le tout alimentaire? Et on ne peut pas inclure d'autres sujets dans cette phrase-là, même si ça concerne le titre restaurant. On ne peut pas parler de la fin du papier, on ne peut pas parler du double plafond, on ne peut rien faire d'autre parce qu'il faut juste répondre à cette question-là qui est une question fermée par l'Assemblée nationale. Mais on entend déjà des retours positifs sur l'idée du double plafond. On va expliquer encore une fois le mécanisme et vu les retours de nos députés, de nos sénateurs, vu le retour logique des choses, bien sûr ils comprennent. Ils disent oui, c'est une bonne idée. Mais est-ce qu'on a le droit? Le titre restaurant, on n'avait pas le droit de l'acheter, on n'avait pas le droit de l'utiliser pour acheter des paquets de pâtes et riz. La loi l'a permis. Donc pourquoi on n'aurait pas le droit d'imposer un plafond en fonction du type de consommation? Surtout que ça respecte, un, l'objet social et deux, l'économie du dispositif. Ça s'est déjà fait du temps du Covid, on l'a déjà testé. Donc on a tous les arguments pour dire c'est go, on y va. C'est l'une des réformes du titre restaurant qu'il faudra qu'on fasse passer, ce qui permettrait notamment de peut-être ajouter des articles éligibles, garder les fameuses pâtes et riz, les fameuses autres produits bruts à cuisiner. On n'est pas contre le fait de les garder, mais pas pour 25 €. Donc il y a toute une énorme réforme du titre restaurant qui doit s'imposer. C'est vraiment important et obligatoire, notamment la fin du titre papier, aujourd'hui qui a 25% d'utilisation à peu près. Ça coûte cher à l'État, ça coûte cher aux émetteurs, ça coûte cher aux commerçants. Donc il y a tout ça qui doit arriver. Et les seuls freins, ça serait plus des freins d'idéologie plutôt que de raison, de lobby, plutôt que des freins de stabilité économique. Ça serait des freins qui seraient inutiles, plutôt que de vouloir faire avancer les choses et de répondre aux demandes des Français. Je pense que c'est la réponse logique qu'attend tout le monde. Comme tu le sais, je m'intéresse spécifiquement aux repas professionnels. Quelle part représente la clientèle d'affaires et de loisirs dans ton activité ? Alors quand j'ai commencé, les repas professionnels, c'était autour des 60-70% chez nous. On avait un quartier qui était un quartier assez riche en affaires, avec des sièges de société, des professions libérales. C'était le lieu d'échange professionnel comme on le connaissait, comme on l'aime à l'époque. Tu venais avec ton client, avec tes collègues, soit c'était pour le travail, soit c'était pour la détente. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus rare ce genre de vie, où il y a le télétravail déjà qui impose un rythme différent. Les réunions aussi par visio se font différemment. Aujourd'hui, je suis passé donc à une échelle, je dirais, autour des 30-40% de part de marché liée au business. Avec par contre étalée sur vraiment encore une fois toute la journée. Ça peut être le petit déjeuner, juste la pause café. Ça peut être le déjeuner, c'est bien sûr là où il y a le plus gros cœur du métier. Rarement l'apéro, c'est dommage, et parfois un peu le dîner. Mais ça reste toujours une part importante et ça reste la part où on fait le cœur de notre métier, c'est-à-dire c'est là où on répond à la demande de nos clients d'essayer de respecter les personnes avec qui ils sont. Est-ce que c'est juste amical, relationnel, professionnel? Donc est-ce qu'on prend du recul? Est-ce qu'on est là pour prendre les devants et sympathiser avec eux pour animer un peu la table?
C'est un jeu un peu entre les deux et on est là soit pour pousser à la vente, soit justement pour ne pas pousser à la vente. Un exemple tout simple, la même table professionnelle, en fonction avec qui ils sont, ça sera la fameuse carafe d'eau et rien d'autre, même pas peut-être un café parce que point de vue image professionnelle, il ne faut pas montrer quelque chose. Et une autre table avec aussi un autre client, ça sera la bouteille de vin, ça sera le café, ça sera le moment un peu plus pour séduire ou pour se faire plaisir parce que c'est plus dans la politique de ce client. Et actuellement, on voit vraiment la différence des choses où, en fonction de la personne avec qui tu es en professionnel, tu choisis ton style de repas. En disant juste un plat et une carafe d'eau, c'est mal parti pour les affaires en règle générale, mais ça veut dire qu'en règle générale, c'est plutôt quelque chose de vraiment très professionnel, très en recul. Par contre, si les gens prennent le temps de discuter avec un menu un peu plus long, échange, rigole, en règle générale, le client est plutôt assez content parce que ça veut dire que ça se passe bien pour lui et nous on est ravis parce qu'on est là pour faire notre métier et donc vendre. Et quelle image on donne quand on boit du vin? Ça c'est très compliqué. Dans certains milieux, boire du vin, faut pas. Et pas d'alcool. L'alcool se repère facilement sur nos additions avec une TVA à 20%. Même quand on fait une note sans détail, il y a la TVA à 20%. Donc dans certaines sociétés, c'est proscrit les repas d'affaires avec de l'alcool. C'est peut-être même pas écrit dans le règlement, c'est écrit dans l'ADN même de l'entreprise. Ça peut se comprendre. Il faut faire attention avec la consommation d'alcool, bien évidemment. Dans les repas où ça se détend un peu, un verre de vin, ça permet de faire découvrir peut-être soit une passion du client ou une passion de l'entreprise, soit une passion simplement de notre métier, puisqu'on est là pour conseiller. Nous, on a quelques vins emblématiques de notre maison ou quelques coups de cœur passagers, tout d'un coup qu'on vient de découvrir. Et on aime bien pousser nos vignerons. Il y a des histoires à raconter. Le vin rapproche beaucoup plus les échanges, même à consommation modérée, bien évidemment. Mais il y a un petit feeling qui se passe. Et ce feeling, c'est quand même quelque chose de primordial, je pense, pour les affaires. Et comment a évolué le menu à faire justement en termes de budget, de consommation de viande ou d'alcool? Là, on est sur une très bonne question. C'est qu'est-ce que c'est que le repas? Alors, on est sur le repas d'affaires professionnel client. Et on a le repas aussi d'affaires entre guillemets avec les collègues. Le repas d'affaires client, comme c'est un client, on prend son temps en règle générale. C'est ça qui est bien. Mais en règle générale, ils ont 1 heure pour déjeuner parce qu'il faut discuter. Donc il faut quand même prévoir large. On est beaucoup moins sur le fameux menu à 3 temps, entrée plat dessert. Entrée plat fromage dessert, ça n'existe quasiment plus. On est plus sur un menu à 2 temps, entrée plat ou plat dessert. Mais ils prennent le temps, ce genre de clients, parce qu'ils sont là pour discuter, échanger. Qu'est-ce que c'est que la pause déjeuner professionnelle entre collègues ou même avec son patron? Aujourd'hui, il y a une destruction de ce temps-là où les Français en étaient connus, quand je rentrais dans le métier, à passer 1h30 à table. C'était peut-être un peu too much, je peux le comprendre. Mais aujourd'hui, on est sur un temps moyen entre 20 et 30 minutes où les salariés disent « Non, je n'ai pas le temps, je ne veux pas manger. Je vais plutôt prendre un sandwich ou faire ma gamelle devant l'écran, comme ça je partirai 1/2 heure plus tôt. » Et là, on est sur le repas d'affaires, mais le lien social des affaires, c'est-à-dire entre collègues, l'ambiance. Et ça, à travers notamment le titre restaurant, je défends cette pause déjeuner en disant faites attention, la pause déjeuner, ce n'est pas juste le fait de se nourrir. Il y a le droit de la déconnexion, le droit de la vie sociale. Aujourd'hui, vous êtes en télétravail en moyenne 1 ou 2 jours par semaine. Donc déjà, vous ne voyez plus vos collègues, vous êtes tout seul chez vous. Et donc, si on n'impose pas un temps de pause réel aux gens, qu'ils en prennent le temps, on est déjà en plein de burn-out et ça va continuer à empirer. On est l'un des remèdes préférés des Français, je pense. Le bistrot, on est là pour créer de la joie, créer des moments de détente. On n'est pas là pour faire stresser les gens. C'est là où on doit intervenir plus sur la pause déjeuner professionnelle en disant si c'est une pause déjeuner, vous devez avoir minimum du temps pour vous poser, souffler et déjeuner. Si vous êtes là pour le travail, prenez encore plus le temps, c'est encore mieux. Mais ils ont l'autorisation du patron et ils n'ont pas le choix de toute façon. Arrêtons de faire n'importe quoi sur la pause déjeuner des Français. Le but n'est pas obligatoirement qu'ils viennent dans les bistrots. Mais même un sandwich, se détendre à l'extérieur, ce n'est pas un sandwich devant son écran. On n'a pas le droit de rester 5 minutes en dehors de son bureau pour revenir et travailler sur son écran pour partir à 15h de l'après-midi. Il faut qu'on se penche vraiment sur cette question RSE qui est pour moi la base de la vie sociale, économique et humaine pour les relationnels. La gastronomie est une compétence relationnelle. Découvrez mes ateliers d'initiation et de perfectionnement au repas professionnel. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression.